On parle et on reparle de Parcoursup et on va sans doute dire des choses pas gentilles, mais on va le dire dans Cosmo en Réunionnais. Daniel Amouni, on ne peut pas dire que la FCPE a apprécié le début de ce Parcoursup, enfin au moins du projet. Bonjour. Oui, ben effectivement, la FCPE depuis le début donc a dénoncé ce dispositif puisque estimons que ça n'allait pas dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on peut déjà expliquer ce que c'est? Alors, c'est une grosse machine qui est censée donc de permettre donc devait donc remplacer qui remplace APB, qui était le dispositif d'affectation des élèves en fonction de leurs vœux dans leur parcours universitaire, hein, que ce soit à l'université même ou dans les autres filières post-bac. Donc ce dispositif était censé venir donc remplacer et améliorer l'orientation des élèves après le bac. Alors qu'est-ce qui paraît aujourd'hui très critique au sein de ce dispositif? Ce qui est critique au niveau de ce dispositif, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié des étudiants n'ont toujours pas d'affectation, ne savent toujours pas, n'ont pas de proposition, ou soit sont en liste d'attente, ou soit n'ont pas du tout de proposition. Alors, beaucoup de listes d'attente apparemment, parce que les premiers vœux ne sont jamais comblés, je dirais, et sans mauvais jeu de mots. Alors, si on devait, parce que certains se sont amusés à le faire, hein, comparé avec l'ancien système, c'est que à l'issue donc du premier tour, hein, comme on pourrait appeler ça, plus de 400 000 sur 815 000 donc, élèves sont en attente. Les chiffres du gouvernement, c'est 200 000. Ça, c'était les chiffres le jour du premier tour, c'est-à-dire le 23. 23 mai. À la même époque, sur APB, on était à que 150 000 étudiants en attente. Donc 400 000 en attente aujourd'hui contre 150 000 avant. Donc pour un dispositif qui était censé améliorer, on se demande où est l'amélioration. Vous avez entendu le recteur de la Réunion, Monsieur Velayudom, s'exprimer, Monsieur Marimoutou Velayudom s'exprimer? Alors il s'est exprimé dans un lycée. Nous, c'est demain. Il s'est également exprimé sur la radio. Exprimé un peu aussi. Sur la radio. Sur la radio, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais hors département. Okay. Mais nous, il nous reçoit demain pour nous parler de Parcoursup, pour nous rassurer sur ce dispositif. On voit actuellement ce qui se passe dans les universités en métropole. En tout cas, le projet a du mal à passer. On n'est pas dans mai 68, mais on a vu quand même quelques universités se mettre en mouvement contre ce projet. Finalement, on dit toujours que on évite l'élitisme, mais finalement, on y est totalement. Ce dispositif, en tout cas, pour nous, c'est une sélection déguisée. En tout cas, c'est une sélection qui ne dit pas son nom, puisque lorsque les élèves donc font leurs vœux, déjà, il n'y a pas de classification entre les vœux, ce qui fait que, oui, effectivement, il aura peut-être une réponse, mais ça sera peut-être pas le vœu, en tout cas, la formation qu'il voulait faire en premier, oui, et donc se retrouver dans une formation qu'il n'a pas forcément désirée. En plus, les critères, donc aujourd'hui, chaque université peut adapter les critères, donc si ça s'appelle pas de la sélection, je ne sais pas comment appeler. Et c'est le paradoxe, parce que quand on écoute les représentants de l'éducation nationale, pour tout le monde, ça va bien. Au contraire, le dispositif est bien meilleur. Mais sauf que, quand on regarde, les listes d'attente se multiplient, beaucoup d'affectations pas réalisées, et à chaque fois, à l'arrivée, on tient compte des notes, alors qu'on devait pas trop tenir compte des notes. Et c'est quand même cette hiérarchie-là qui fait que ça devient très élitiste. Ceux qui ont les bonnes notes et les moyens se retrouvent devant, et ceux qui n'ont pas vraiment, qui sont un petit peu, je dirais, en dessous, ceux-là vont se retrouver parfois à 3 ou 4 vœux plus loin. Alors, effectivement, aujourd'hui, il n'y a que le gouvernement et les représentants du gouvernement qui disent que tout va bien. Les syndicats d'enseignants disent que ça va bien. Les étudiants disent que ça va pas bien. Les lycéens disent que ça va pas bien. La FCPE dit que ça va pas bien. Je rappelle quand même que ce projet qui avait été présenté au Conseil supérieur d'éducation a été rejeté
par à plus de la majorité. Donc oui, on peut dire que tout va bien. Et nous, on ne demanderait pas mieux que tout aille bien et que tout aille mieux pour nos enfants. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors on nous dit oui, il faut attendre, parce que les choses vont se décanter, etc. Sauf que nous sommes là aujourd'hui avec des élèves qui vont passer le bac. Et donc, on leur ajoute du stress sur du stress. Et comment se présenter aux élections dans les meilleures conditions alors qu'on ne sait pas quel va être notre avenir. On ne sait pas si la formation que l'on veut faire, je vais pouvoir le faire ou pas. Donc, c'est pas préparer le bac dans les meilleures conditions. Alors, aujourd'hui, on voit que les orientations post-bac, je ne dis pas se compliquent, mais en tout cas, c'est parce que attendaient les élèves et que depuis 86, avec la loi Devaquet, pour ceux qui ont connu cette volonté de créer vraiment une entrée très sélective à l'université, j'allais dire 22 ans après, mais non, pas 22 ans après, c'est 32 ans après, on y revient et on n'a toujours pas trouvé une façon, je dirais, équitable de donner, que ce soit à ceux qui ont les moyens, à ceux qui n'en ont pas, d'avoir les mêmes chances d'entrer dans les filières importantes. On est loin du contrat de la République, qui est l'égalité pour tous et la possibilité donc à chaque élève, à chaque enfant de la nation de pouvoir se former en ayant toutes les chances de son côté. Mais le problème, il est le même, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas réellement au problème. Le problème, c'est pas une question d'orientation, c'est que s'il y a un problème aujourd'hui d'orientation, c'est parce qu'on ne met pas les moyens. Aucun gouvernement ne met les moyens qu'il faut pour développer les universités, pour qu'on développe les filières, qu'il y ait plus de filières, plus de places. Et donc, du coup, comme on ne veut pas mettre de moyens, on fait quoi? On bricole. Et comme on bricole, on instaure de manière insidieuse la sélection à l'université. Et on parle de l'université, il y a bien sûr le collège qui change déjà cette année, ouais, je crois que c'est à la rentrée scolaire qui change. Et il y a le bac pour la session 2019-2020 qui, elle, pour ceux qui lui va avoir un peu de contrôle continu. Est-ce que l'évolution est réelle? Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est dans le bon sens? La question est un peu alambiquée parce que j'ai connais déjà la réponse et surtout que j'ai déjà préparé la question qui va suivre. Est-ce qu'elle va dans le bon sens? On n'en a pas le sentiment aujourd'hui qu'elle va dans le bon sens. Alors, cette réforme du bac, elle aurait pu apporter quelque chose, puisque à la FCPE, on milite pour qu'il y ait plus d'évaluation, pas forcément de contrôle continu, mais d'évaluation sur la première et la terminale, et que ce soit pris en compte pour le bac. Le problème, c'est que tel que c'est fait aujourd'hui, notamment avec l'instauration d'un grand oral, c'est qu'on ne connaît pas sur quels critères, sur quelle base tout ça va se faire, l'égalité, la préparation. Donc parce que les parents qui auront les moyens, ils continuent. S'il le faut, ils pourront payer des cours à leurs enfants. Mieux que ça encore. Et c'est pour ça que je disais que j'avais préparé ma question. J'ai reçu cette semaine la directrice d'une école Montessori. Oui. Je vois dans la presse, là, aujourd'hui se met en place l'école dynamique, sans professeur, sans cours, sans examen, sans emploi du temps, sans rigueur, sans discipline. Ça se met en place. Est-ce qu'il y a une volonté de changer l'école? On voit que le service public a manifesté il y a quelques jours encore. Est-ce qu'il y a une volonté de démanteler l'école publique telle qu'on la connaît aujourd'hui? En tout cas, nous, à la FCPE, c'est le sentiment que l'on a. C'est-à-dire qu'on assiste, de notre point de vue, à une libéralisation de l'école, comme si c'était une économie marchande. Et forcément, ça va se faire au détriment des plus défavorisés, des plus pauvres, puisqu'encore une fois, ceux qui auront les moyens, ils pourront payer. Juste pour donner un tarif d'une école comme l'école Montessori ou Steiner ou bien les écoles dynamiques aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut être capable de payer entre 300 et 600 par mois pour pouvoir aller dans ces écoles-là. Je dis 300 à 600 parce qu'à Paris, c'est plutôt à 590 et dans les autres, dans les provinces ou à La Réunion, c'est un peu moins cher. Mais être capable. Et je rappelle aussi une chose,
Et ça, je ne sais pas si Daniel Amouni, président du FCPE, sera d'accord que je le dise, l'école n'a jamais été obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Donc, que votre enfant aille à l'école ou pas, c'est un fait. Mais il faut qu'à l'âge de 10 ans, si l'État demande où en est votre enfant, être capable de dire, il sait lire, il sait écrire, il sait compter. Et ça, aujourd'hui, est-ce qu'il faut craindre que faire en sorte que ceux qui ont les moyens quittent le système d'éducation nationale parce qu'ils peuvent se payer une école je dirais, différent. Est-ce que quelque part, on n'a pas l'impression que l'État, doucement mais sûrement, est en train de faire en sorte que demain, l'éducation nationale ne soit plus ce mammouth et que le mammouth, finalement, aura été dégraissé? C'est un peu, oui, on pourrait dire ça, c'est qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que l'école n'est pas obligatoire. L'instruction, oui, ce qui veut dire que des parents qui veulent éduquer eux-mêmes leurs enfants à domicile peuvent le faire. Donc, il y a bien sûr un cahier des charges à respecter. Ils sont contrôlés par l'éducation nationale, etc. Mais il y en a qui le font déjà, sauf que c'est à la marge. Et on pourrait effectivement, alors peut-être pas forcément voir un développement de l'école à la maison, à domicile, mais en tout cas, la privatisation, les écoles privées, on a l'impression qu'aujourd'hui, que tout est fait pour pousser les gens vers l'école privée. Oui. Au détriment de l'école publique. Et on peut donc se poser la question de qu'est-ce qu'on veut pour notre société, puisque on est en quelque part, le discours que l'on fait passer, c'est de ce gouvernement notamment, c'est soyez individualistes, pensez qu'à vous. Et arrêtez de penser collectif. Mais ça va beaucoup plus loin si on fait une référence à ce qui était mis en place depuis Sarkozy, la semaine des 4 jours. Là, on privilégie l'économie, la consommation le samedi, le dimanche. On a l'impression que plus ça va, plus on est dans un système libéral, et c'est même plus une libéralisation, mais c'est un système très libéral. Comment aujourd'hui situer l'école dans cette évolution sociologique? Est-ce qu'il faut se dire qu'à un moment, il y aura plus d'éducation, il y aura plus un système éducatif comme l'éducation nationale, et il y aura ces différentes écoles, il y aura une vraie, je dirais une vraie concurrence, et là encore, ceux qui vont pas suivre sont ceux qui n'ont pas de moyens. Tout à fait, tout à fait. Alors, concurrence, je pense pas qu'on peut parler de concurrence, puisque ceux qui de toute façon n'auront pas les moyens n'auront pas le choix. Et donc, par contre, on aura peut-être une école à 2 systèmes, à 2 vitesses. Une école pour les riches et une école pour les pauvres. C'est un petit peu déjà ce qui existe. Qu'on le veuille ou pas. Même s'il y a une mixité sociale. Oui, elle existe encore, cette mixité sociale. Mais de plus en plus, effectivement, on assiste à une individualisation, et les gens qui ont les moyens ont aujourd'hui tendance à justement se dire, je ne mets pas mon enfant dans l'école publique parce que y a les petits, etc. Et donc, je vais aller dans une école privée parce que je vais me retrouver entre les gens, on va dire, de même catégorie sociale. Il y en a qui pensent ça. Et fort heureusement, aujourd'hui, il y a quand même encore une majorité qui ne pense pas comme ça. Le problème, c'est que est-ce qu'on sera encore majoritaire dans quelques années? Donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, quelle serait la démarche? Qu'est-ce que Daniel Amouni, en tant que président de la Fédération des conseils des parents d'élèves, peut dire? Qu'est-ce qu'il faut proposer? Et encore une fois, on en revient toujours à la question, je la pose, mais bon, Daniel Amouni répondra. Il manque la mobilisation des parents. Il manque la mobilisation des parents, oui, on peut dire ça sur certains points, parce que c'est toujours pareil. Vous avez des parents qui aujourd'hui ne voient peut-être pas les enjeux. Vous avez les parents qui pensent à leur gamin, ce qui est normal, et donc se disent, moi de toute façon je vais pouvoir m'en sortir, et donc il n'y a pas de souci. Mais pour beaucoup, encore une fois, c'est une question, c'est à nous, Fédération de parents d'élèves, d'aller vers ces parents pour leur expliquer les enjeux, pour leur apporter les informations, parce qu'ils sont, de mon point de vue, pas suffisamment informés. On l'a vu sur les rythmes scolaires, on a dit il faut voter ça. Pour beaucoup, c'est dit si l'enseignant dit qu'il faut voter ça, on vote ça. Si le maire a dit qu'il faut voter ça, on vote ça. Et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange. Donc je pense que c'est un manque de communication, un manque d'information et de pédagogie envers les parents, plus qu'une démobilisation. Parce que pour se mobiliser, il faut encore savoir pourquoi on se mobilise. Et donc
c'est à nous, fédération, d'aller vers les parents. Et pour répondre à la question, nous, en tout cas, on défendra l'école publique, puisque c'est notre vocation, c'est notre ADN, hein, on peut dire ça comme ça. Et je suis pas contre l'école privée en tant que telle. Les parents ont le choix de mettre leur enfant dans le public ou de mettre leur enfant dans le privé. Par contre, je dis, si vous mettez l'enfant dans votre privé, c'est un choix, à vous de payer. L'État n'a pas à payer. Voilà ce que nous on dit. Il n'y a pas l'argent de la République, donc public, le service public, on doit donner les moyens au service public et aujourd'hui c'est pas le cas. Donc on n'a pas suffisamment de moyens pour donner au public et on le donne au privé. Et ça là-dessus, nous on sera toujours en opposition, je dirais pas en guerre, mais à combattre ça, puisque si vous voulez mettre votre enfant dans le privé, vous avez le choix, mais à ce moment-là vous payez. Ce n'est pas à l'État de payer, ce n'est pas aux impôts français de payer ça. D'accord, il nous reste 4 minutes, Daniel Amouni. On est à... Je veux dire, on arrive bientôt on est dans le mois de juin et la question c'est comment vous voyez la rentrée scolaire, comment vous voyez ce qui se met en place. Est-ce qu'il y a encore un avenir de l'école publique? On y croit. On y croit, heureusement, parce que sinon on ne serait pas là pour se battre pour elle. On ne serait pas là pour se battre pour les enfants s'il n'y avait plus d'avenir. Mais c'est pas, le chemin est difficile. En tout cas, à la rentrée, nous, on attend de voir, mais on est inquiet quand même, puisque notamment avec le dédoublement de classe de CE1, donc après les CP l'année dernière, sans vraiment avoir des moyens supplémentaires notamment en termes d'enseignants, on se pose la question de savoir comment ça va se passer. Donc oui, on est inquiet, mais on est confiant, puisque moi je crois quand même que tôt ou tard, les parents bougeront. Et qu'est-ce qui explique cette position du gouvernement de vouloir faire rentrer 200 000 enfants de moins de 2 ans en maternelle, alors que déjà, ah oui, c'est le problème de crèche alors. Ouais. Oui, c'est un problème de crèche. Oui, là, c'est pareil, on a une annonce. Faut quand même savoir que à l'école maternelle, il y avait quand même aujourd'hui un taux de 97% d'enfants de moins de 3 ans à 6 ans inscrits en maternelle. Donc, la rendre obligatoire, pourquoi pas? Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on va mettre. Il est vrai que même si on a 97% des élèves inscrits, il y a aussi un fort taux d'absence, puisque parfois on se dit c'est pas obligatoire, cet après-midi j'envoie pas mon enfant, ou ce samedi j'envoie pas mon enfant, pour qu'on aille en week-end, etc., ou parce qu'il est fatigué, donc je vais envoyer le matin, je n'envoie pas l'après-midi. Donc à un moment donné, si on met son enfant en maternelle, il faut aussi en accepter les règles. Alors, rendre obligatoire, si c'est juste pour ce contrôle-là, c'est pas forcément intéressant. Maintenant, si derrière, il y a un vrai projet et on donne aussi les moyens aux enseignants et on les forme pour s'occuper de ces enfants de 3 à 6 ans, ça peut être intéressant. Mais on va encore une fois revenir sur la question des moyens et de la formation des enseignants. Et ce qui vous amène à dire, pour conclure, que d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que chaque rentrée, ça sera de nouveau le combat que la FCPE mènera avec les parents. Et qu'est-ce qui explique que les enseignants ne sont pas plus impliqués dans ce que vous... Alors moi, je ne pouvais pas parler à la place des enseignants, ils ont le syndicat pour ça. Moi, je suis là pour représenter les parents. Les enseignants, ils ont leur point de vue, leur vision. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se rencontre plus avec les syndicats et les enseignants de manière générale pour échanger, pour qu'on aille dans la même direction. Mais nous, on n'est pas contre les enseignants. Et on n'a aucune... aucune velléité de dire quelle pédagogie mettre en place pour nos enfants. Mais par contre, ce sont nos enfants. Et en tant que tel, on a notre mot à dire sur l'éducation de nos enfants. En tout cas, ça sera le mot de la fin. En tout cas, Daniel Amouni, merci pour ces informations. On aura l'occasion de se revoir sur ce plateau et j'espère que l'occasion d'avoir un débat. On aura pu parler de l'école Montessori, de Steiner, on aura pu parler de l'école dynamique. Mais je pense que
C'est des choses qui sont pas très nouveaux quand même. Non, pas très nouveau, mais Il y a la méthode freinée. qui se développe actuellement et que ça répond. Qui se développe dans l'école publique, notamment. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus et de voir aujourd'hui tout ce qui se met en place pour quelque part pallier, remplacer peu à peu l'école publique. Merci Daniel Amouni, président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, donc de la Réunion. Merci de l'invitation. On aura l'occasion de voir que finalement le temps passe et les choses trépassent.